Je m'appelle Julien Moreau, et ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Imaginez, en ce moment même, quelque chose venu d'au-delà de notre système solaire a cessé de dériver passivement dans l'espace. Non, il envoie des signaux parfaitement structurés, directement vers la Terre. Pas un brouillage anarchique, mais une communication organisée, précise, presque intentionnelle. Et nos télescopes les plus puissants, depuis l'observatoire du Pic du Midi jusqu'aux satellites en orbite, sont braqués sur ce phénomène en temps réel. Ni les astrophysiciens du CNRS ni les militaires français ne comprennent ce qui se passe. Tout a commencé un soir d'octobre, ici même, dans la petite ville de Saint-Gervais-les-Bains, alors que je regardais distraitement les nouvelles. Le télescope spatial Hubble avait été orienté vers un objet interstellaire désigné, 3ILAS, un nom presque poétique, mais surtout une énigme. On pensait d'abord à un simple caillou perdu dans le vide, un genre de comète bizarre venue d'une autre galaxie. À la place, les données ont révélé autre chose. Des ondulations dans le champ électromagnétique, pas des vagues gravitationnelles, non, mais des ondes structurées, régulières, qui s'étendaient sur des millions de kilomètres. Le pire ? Ces signaux étaient émis exactement à la fréquence de 1,42 GHz, la fameuse raie de l'hydrogène, la signature universelle que toute civilisation avancée dans l'univers reconnaît. C'est un peu comme si quelqu'un sonnait à votre porte avec une clé que vous savez être unique. Je vous jure, j'ai failli renverser mon café en apprenant ça. Au début, on a pensé à un dysfonctionnement. Un vieux télescope qui fatigue, un parasite venant d'une antenne militaire dans le sud de la France, ou pire, un micro-ondes mal réglé dans un laboratoire. Mais non, le signal était là, net, précis, et surtout, répétitif. Pas un bruit aléatoire, mais une communication. Et il y avait plus, une séquence mathématique, la suite de Fibonacci, codée dans ce bruit, comme une signature de vie ou d'intelligence. Pendant 3 jours, ce secret a été gardé sous clé, dans les laboratoires de Toulouse et Paris. Puis, sans prévenir, des radioamateurs du nord de la France jusqu'en Allemagne et au Japon ont rapporté la même chose, une tempête de parasites radio d'une intensité jamais vue pendant 47 secondes. Un déluge de bruit blanc qui saturait leurs équipements, puis disparaissait. Je vous le dis, ça ressemblait à un mauvais film de science-fiction, sauf que c'était réel. Et c'était terrifiant. Mais le plus étrange restait à venir. Le télescope spatial James Webb, ce bijou technologique français-européen en orbite, a capturé une image qui a glacé le sang des astronomes. 3ILAS n'était pas un simple corps céleste passif, il absorbait la lumière au lieu de la réfléchir, devenant plus froid à mesure qu'il approchait du Soleil. Un objet noir comme l'encre, presque vivant. Et sur sa surface, une géométrie parfaitement triangulaire, comme un message gravé dans l'espace. Le silence est tombé sur les centres de contrôle. Personne ne voulait parler. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle alerte est venue d'Australie, de l'immense réseau d'antennes du Deep Space Network. Un signal, à la même fréquence sacrée, mais cette fois avec un message codé, un schéma en spirale, une sorte de plan. Un plan qui ressemblait étrangement à la forme triangulaire vue à la surface de l'objet. Et puis, le coup de théâtre, au moment où ce signal pulsait toutes les 12 minutes, il s'alignait parfaitement avec une zone faible du champ magnétique terrestre, connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Là où nos satellites ont le plus de mal à fonctionner. Je vous assure, ça donne des sueurs froides. Puis, à midi pile, la Terre a été frappée par une panne mondiale. Réseau paralysé, GPS en panne, centrales électriques en blackout. 7 minutes d'obscurité technologique totale. J'étais chez moi, et même mon vieux grille-pain a décidé de faire la grève. Quand tout est revenu, 3ILAS avait disparu. Pas de débris, pas de traces. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais il avait laissé quelque chose derrière lui, un message, une empreinte, un avertissement. Et moi, au fond de moi, je sens que ce n'est que le début. Que cette énigme va nous emmener bien plus loin que ce que la science ose imaginer. Parce que si 3ILAS a disparu, ses secrets, eux, sont toujours là, tapis dans l'ombre. Et j'ai bien peur que la prochaine étape ne soit pas une invitation, mais une confrontation. Depuis ce soir-là à Saint-Gervais, je n'ai plus jamais regardé le ciel de la même manière. Chaque nuit, j'observe la voûte étoilée, cherchant une trace, un signe, un clin d'œil de 3ILAS. Et pourtant, ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes mes peurs. Quelques jours après la panne mondiale, dans un laboratoire discret à Lyon, j'ai eu la chance d'assister à une réunion top secrète. Les scientifiques et militaires présents semblaient à la fois fascinés et terrifiés.
On parlait à voix basse, mais leur regard trahissait l'urgence. Le sujet ? Une mystérieuse impulsion détectée dans l'anomalie de l'Atlantique Sud, cette plaie magnétique de la Terre que personne ne comprenait vraiment. Imaginez une faille dans le bouclier protecteur de notre planète, un point faible où les radiations cosmiques s'infiltrent. 3 Hylas semblait avoir ciblé précisément cet endroit, envoyant un signal codé toutes les 12 minutes, comme un métronome cosmique. C'était devenu une obsession, pourquoi ce point ? Que cherchait-il à déclencher ? Au même moment, dans le quartier animé du Marais à Paris, je suis allé rencontrer Clara, une jeune cryptographe pleine d'esprit, toujours un brin sarcastique, qui travaillait sur le déchiffrement du signal binaire. Elle portait un tailleur noir ajusté, avec une chemise blanche légèrement déboutonnée, et ses lunettes rondes donnaient à son regard une intensité presque hypnotique. Ses doigts effleuraient le clavier avec une rapidité déconcertante, dévoilant des motifs mathématiques d'une complexité vertigineuse. Si ce truc était un message d'amour, ça serait le plus compliqué que j'ai jamais reçu, m'a-t-elle lancé en souriant, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Clara m'a expliqué que le signal codé n'était pas juste une simple série de chiffres, mais un véritable plan, un schéma en 3 dimensions. Un plan qui ressemblait à une sorte de résonateur, un appareil capable de canaliser une énergie immense à partir des vibrations de l'espace lui-même. Elle ajouta, en riant nerveusement, « Tu sais, ça me rappelle un peu ces vieilles émissions où les extraterrestres te construisent une machine géante pour détruire la Terre, sauf que là, on n'a pas signé pour le tour de manège. » Mais ce n'était pas une fiction. Le message était clair, 3 Hylas ne venait pas par hasard. Il activait quelque chose, un mécanisme ancien, caché quelque part dans notre système solaire. Peut-être des vestiges d'une civilisation oubliée, ou pire, un dispositif conçu pour tester notre réaction. Et là, dans cette salle obscure, entourée d'écrans remplis de graphiques et de codes incompréhensibles, j'ai compris que nous étions au bord d'un précipice. Que ce que nous pensions être un simple voyageur spatial était en réalité une clé, une ouverture vers un mystère bien plus grand et dangereux. Mais alors que l'angoisse montait, un détail étrange est apparu sur les écrans de surveillance, une fluctuation dans le champ magnétique terrestre, une légère distorsion localisée, comme si l'espace lui-même se déformait autour de l'Atlantique Sud. Clara me regarda, blêmie, « Tu vois ça ? C'est comme si la planète respirait, ou qu'elle se préparait à quelque chose. » Je me suis demandé alors, en regardant ses yeux brillants dans la pénombre, et si ce n'était pas 3 Hylas qui nous observaient, mais nous qui étions sur le point d'être observés ? Le ciel, cette nuit-là, semblait retenir son souffle. Et moi aussi. Les jours suivants à Toulouse, où se trouve le Centre national d'études spatiales, l'atmosphère était électrique. Les couloirs résonnaient de murmures anxieux, de discussions à demi-mot. Je me suis retrouvé au cœur de cette tempête silencieuse, invité à une séance de travail avec l'équipe en charge des observations spatiales. Là-bas, j'ai rencontré Léa Dubois, une astrophysicienne au charisme discret mais à la détermination farouche. Elle portait une robe bleu nuit qui épousait parfaitement ses formes, rehaussée d'une fine chaîne en argent autour du cou, et ses escarpins vernis claquaient doucement sur le carrelage, ajoutant une touche d'élégance à son allure déjà captivante. Son regard, profond et perçant, semblait sonder au-delà des étoiles. Léa m'a expliqué que les données du télescope James Webb étaient désormais analysées en continu. Chaque image, chaque spectre, était passé au crible. Et ce qu'il découvrait défiait toute logique, 3 Hylas semblait capable de modifier son propre champ électromagnétique, comme s'il répondait à nos signaux, ou pire, à notre présence. Ce n'est plus un objet inerte, m'a-t-elle murmuré, c'est un système intelligent, un organisme peut-être. J'ai failli lui demander si elle avait fumé la moquette, mais son sérieux m'a coupé la parole. Pendant ce temps, à Marseille, dans un petit café du Vieux-Port, j'ai retrouvé Thomas, un ami ingénieur en télécommunications, passionné de radio amateur. Il avait passé des nuits blanches à analyser les enregistrements des événements du 18 octobre, quand la Terre avait été submergée par cette tempête de parasites radio. Thomas portait un jean délavé, un pull en laine oversize et une casquette à l'envers, donnant l'impression qu'il venait de sortir d'un concert de rock plutôt que d'un laboratoire. Avec un sourire en coin, il m'a lancé, « Tu sais, si ces extraterrestres veulent vraiment nous parler, ils pourraient au moins choisir une fréquence un peu plus sympa. Celle-là me donne mal à la tête. » Mais sous la légèreté de ses propos, il y avait une vérité alarmante, le signal contenait une complexité mathématique telle qu'il semblait conçu pour communiquer avec une intelligence bien au-delà de la nôtre. La suite de Fibonacci, la spirale dorée, apparaissait partout, codée dans les interférences, comme une signature universelle. Thomas plaisantait, mais ses yeux trahissaient une fascination mêlée d'inquiétude.
À Paris, dans un bureau faiblement éclairé de l'Agence spatiale européenne, Elena Navarro, cryptographe de génie, travaillait d'arrache-pied à décoder le message. Sa tenue, une combinaison sobre mais élégante, soulignait sa silhouette élancée, tandis que ses cheveux châtains clairs tombaient en cascade sur ses épaules. Son esprit, lui, était totalement absorbé par les énigmes du signal. C'est comme un puzzle dont les pièces changent de forme au fur et à mesure qu'on les assemble, m'a-t-elle confié, le regard fatigué mais déterminé. Chaque découverte soulève 10 nouvelles questions. Et la plus inquiétante de toutes était celle-ci, pourquoi 3 Ilas semblait-il vouloir réveiller quelque chose dans notre système solaire? Pourquoi ce signal précis, cette fréquence sacrée, ce rythme régulier? Était-ce un avertissement, une invitation, ou pire, une menace? Alors que je quittais le bâtiment ce soir-là, le ciel parisien était éclaboussé des lumières dorées des réverbères, mais dans mon esprit, une ombre grandissait. Une ombre qui semblait s'étendre bien au-delà des étoiles, jusqu'à toucher le cœur même de notre existence. Et je ne pouvais m'empêcher de penser, sommes-nous prêts à affronter ce que 3 Ilas a déclenché? Une semaine plus tard, à Grenoble, au cœur des Alpes, j'ai rejoint une équipe de spécialistes en géophysique réunis dans un centre de recherche ultramoderne niché entre les montagnes enneigées. Parmi eux, il y avait Antoine Lefebvre, un géophysicien au regard intense, toujours vêtu d'une chemise en flanelle à carreaux légèrement remontés sur ses avant-bras, ses mains calleuses trahissant des années de terrain. Antoine était le genre d'homme qui marchait pieds nus sur des sols volcaniques sans sourciller, mais face à ce mystérieux phénomène, même lui semblait déconcerté. Il m'a expliqué que depuis le début de l'événement, des fluctuations étranges avaient été détectées dans le champ magnétique terrestre, particulièrement près de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Cette zone est un véritable point faible de notre planète, m'a-t-il dit sérieusement, un endroit où notre bouclier magnétique est plus fin, plus vulnérable. En parlant, il dessinait des courbes sur son tableau blanc, montrant des pics et des creux qui ne correspondaient à aucune activité solaire ou géologique connue. Ce qui le perturbait le plus, c'était la synchronisation parfaite entre les impulsions émises toutes les 12 minutes par 3 Ilas et ses fluctuations magnétiques. C'est comme si l'objet jouait une partition dont la Terre serait l'instrument. Et franchement, je préférerais qu'on soit pas la star de ce concert. Le soir même, après une longue journée de travail, nous sommes sortis sur le balcon du laboratoire, où la lumière douce des étoiles baignait les cimes enneigées. La fraîcheur alpine mordait légèrement l'air, mais la tension était palpable. Je ne pouvais m'empêcher d'observer la voûte céleste, cherchant ce corps noir et silencieux qui avait bouleversé notre monde. C'est là que j'ai croisé Camille, une brillante ingénieure en optique de l'équipe, qui portait une robe rouge vif aux épaules dénudées, rehaussée d'un collier en or délicatement ciselé. Ses talons aiguilles claquaient doucement sur le balcon en pierre, et son sourire mystérieux avait quelque chose d'accent grave la fois captivant et énigmatique. Elle m'a lancé, avec un brin d'ironie, tu crois qu'on est les seuls à mater 3 Ilas? Parce que si oui, ça fait un peu flippant, non? Je lui ai répondu que, malheureusement, je n'étais pas certain que « mater » soit le terme exact. 3 Ilas ne se contentait pas d'être observé. Il interagissait, modifiait, répondait. Comme un joueur d'échecs invisible, déplaçant ses pièces dans un jeu dont nous ne connaissions pas toutes les règles. Puis, le téléphone a sonné. C'était un appel urgent de Paris. Elena Navarro avait fait une découverte capitale, une nouvelle modulation dans le signal, un motif complexe codé en binaire qui, une fois décodé, formait une série de symboles géométriques rappelant les triangles sur la surface de 3 Ilas. Une sorte de langage universel, mais également un avertissement. Nous étions sur le point de franchir une frontière inconnue. Une frontière où science et mystère se mêlaient, où la réalité semblait se tordre sous le poids d'une présence étrangère. Ce soir-là, en regardant une dernière fois le ciel avant de me coucher, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si 3 Ilas nous observaient en retour, attendant notre prochain mouvement. Et moi, malgré la peur qui grandissait en moi, je savais que je ne pourrais plus détourner les yeux. Parce que l'histoire ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, à Montpellier, dans un amphithéâtre bondé de jeunes chercheurs et journalistes, j'assistais à une conférence organisée par l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Sur scène, Mathilde Garnier, une astrophysicienne renommée au sourire énigmatique, captivait l'audience. Elle portait une robe en soie vert émeraude, fluide, qui laissait deviner ses courbes avec élégance, et des escarpins argentés qui capturaient la lumière de la salle. Ses boucles brunes encadraient un visage marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination à toute épreuve. Mathilde expliquait, avec passion et une pointe d'humour, vous savez, quand on observe 3 Ilas, on ne parle pas seulement d'un caillou perdu dans l'espace.
C'est comme si on avait reçu un message codé dans une bouteille lancée à la mer cosmique. Sauf que là, la bouteille est vivante, elle répond, elle bouge, elle manipule. Et franchement, je commence à me demander si elle ne veut pas jouer avec nous. Le public riait nerveusement, conscient que la plaisanterie cachait une inquiétude profonde. Après la conférence, j'ai retrouvé Mathilde dans les coulisses. Ses yeux pétillaient d'une énergie presque contagieuse. Elle m'a confié que l'équipe venait de recevoir des images inédites capturées par un nouveau réseau de télescopes installés dans les Cévennes. Ces images montraient des reflets étranges sur la surface de Troïlas, des éclats qui semblaient pulser au rythme des signaux détectés depuis des semaines. C'est comme si l'objet respirait, m'a-t-elle dit en haussant les épaules, ou qu'il essayait de communiquer autrement. Peut-être qu'il s'amuse à nous envoyer des clins d'œil lumineux. Je lui ai demandé si cela pouvait être interprété comme une forme de vie. Elle a souri, un sourire doux amer, si ce n'est pas une vie telle que nous la connaissons, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Plus tard, dans un bistrot animé du centre-ville, je retrouvai Maxime, un journaliste un peu désabusé mais toujours curieux, qui me racontait ses rencontres avec des témoins d'événements étranges. Des techniciens d'EDF avaient rapporté des anomalies dans les réseaux électriques autour de l'Atlantique Sud, des fluctuations brusques, des coupures inexplicables. C'est comme si la planète elle-même était perturbée, m'a-t-il dit en sirotant son verre, et ça, mon vieux, c'est pas une bonne nouvelle. Alors que la nuit tombait sur Montpellier, je me suis retrouvé seul sur la terrasse d'un café, le regard perdu dans les étoiles. Un frisson parcourait mon échine. Troïlas n'était plus seulement un objet d'étude. C'était devenu une énigme vivante, une présence qui défiait notre compréhension. Et au loin, dans le silence de l'univers, une nouvelle séquence de signaux s'élevait, plus complexe, plus urgente. Comme si l'histoire que nous pensions connaître n'était qu'un prélude à un chapitre bien plus sombre. Je savais alors, avec une certitude glaciale, nous n'étions pas prêts pour ce qui allait suivre. Au petit matin, à la station d'observation de Nançay, au cœur de la campagne bourbonnaise, une équipe de radioastronomes s'activait déjà autour des immenses antennes paraboliques. Parmi eux, Éric Morel, un expert en signaux électromagnétiques, arborait une chemise bleu clair un peu froissée et un pantalon en toile beige, son éternel carnet de notes à la main. Son visage buriné par des années passées sous le soleil de la région trahissait une fatigue profonde, mais aussi une détermination farouche à percer le mystère. Ce matin-là, Éric venait d'enregistrer une nouvelle impulsion, différente des précédentes, mais toujours à cette fameuse fréquence de 1,42 GHz. C'est comme si Troïlas changeait de langue, m'a-t-il confié en haussant les épaules, un sourire ironique aux lèvres. On croyait avoir trouvé la clé, mais il semble qu'il aime bien nous faire tourner en bourrique. À quelques kilomètres de là, je retrouvais Sophie, une astrophysicienne spécialisée dans les ondes gravitationnelles. Elle portait un tailleur élégant couleur ivoire, ses cheveux blonds relevés en un chignon strict, contrastant avec la douceur de ses yeux bleus. Ce que nous observons dépasse tout ce que la physique moderne peut expliquer, m'a-t-elle expliqué, la voix tremblante d'excitation et d'inquiétude mêlée. Troïlas semble manipuler l'espace-temps autour de lui, créant des distorsions subtiles mais mesurables. Sophie m'a montré des graphiques où les données s'enchevêtraient en motifs complexes, révélant des fluctuations qui semblaient danser au rythme des signaux émis. C'est comme s'il jouait avec les règles mêmes de notre univers, a-t-elle ajouté, presque en chuchotant. Plus tard dans la journée, à Marseille, dans un café surplombant le Vieux-Port, je retrouvai Julien, un jeune ingénieur en informatique, passionné par la cryptographie. Il portait un sweat à capuche noire, un jean usé, et ses doigts tapaient frénétiquement sur son ordinateur portable. J'ai développé un algorithme capable de déchiffrer une partie des signaux, m'a-t-il annoncé, les yeux brillants d'enthousiasme. Mais la structure est tellement complexe qu'on dirait un langage évolutif, qui change avec le temps. Julien me raconta comment, au fil des jours, le signal semblait s'adapter à nos tentatives de décodage, comme un jeu du chat et de la souris cosmique. On dirait que Troïlas apprend de nous, a-t-il murmuré, l'air à la fois fasciné et effrayé. Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, je réfléchissais à tout ce que j'avais vu et entendu. Troïlas n'était plus un simple visiteur interstellaire. C'était un énigmatique interlocuteur venu d'ailleurs, capable de défier nos connaissances, de manipuler les lois physiques, et peut-être, de sonder les profondeurs de notre humanité. Mais une question me hantait, pourquoi nous? Pourquoi cette danse silencieuse entre un objet venu d'un autre système solaire et notre petite planète bleue? Et surtout, que cachait cette obscurité sur sa surface, ces motifs triangulaires qui semblaient s'animer à chaque nouvelle observation? Alors que la nuit enveloppait la France, une dernière impulsion retentit à l'antenne de Nançay,
une vibration plus forte, plus claire, un signal qui semblait appeler. Et moi, je savais que le véritable spectacle ne faisait que commencer. À l'aube, dans le laboratoire high-tech de l'Observatoire de Haute-Provence, j'ai rencontré Camille Renaud, une spécialiste en spectroscopie, dont la silhouette élancée se découpait avec élégance dans l'éclairage tamisé de la salle. Elle portait une blouse blanche un peu ouverte sur un top en dentelle noire, subtilement provocante, et ses escarpins vernis claquaient délicatement sur le sol carrelé. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon désordonné, laissant échapper quelques mèches rebelles qui encadraient son visage fin, soulignant ses lèvres légèrement rosées et ses yeux vert perçants, pleins de curiosité et d'un brin de malice. Camille était en train d'analyser les spectres lumineux reçus du mystérieux 3 Hylas, et ce qu'elle avait découvert allait bouleverser toutes nos certitudes. « Julien », m'a-t-elle dit en me tendant ses notes, ces motifs triangulaires que nous avons vus à la surface ne sont pas seulement géométriques. Ils émettent une signature spectrale unique, une sorte d'empreinte chimique inconnue. Elle m'expliqua que cette substance semblait absorber la lumière sur une très large gamme de longueurs d'onde, créant une sorte de champ d'ombre presque palpable. C'est comme si 3 Hylas portait une armure invisible, murmura-t-elle, en croisant son regard au mien, une armure conçue pour cacher quelque chose, ou quelqu'un. En parcourant ces notes, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson. Tout dans cet objet semblait défier la nature, et pourtant, chaque donnée était là, indiscutable, implacable. Le lendemain, à Bordeaux, j'ai assisté à une réunion avec une équipe de mathématiciens dirigée par Paul Deschamps, un homme au sourire franc et à la barbe soigneusement taillée. Il portait un costume gris clair, légèrement froissé, et une chemise bleu ciel ouverte au col. Paul était en train de présenter leurs avancées dans la compréhension du signal codé. Ce que nous avons là, expliqua-t-il, c'est une forme de communication fractale, un message imbriqué dans un autre, comme des poupées russes cosmiques. Il montra à l'écran une séquence binaire qui, une fois décryptée, révélait une série de coordonnées spatiales précises. Ces coordonnées pointent vers un lieu dans la ceinture d'astéroïdes, annonça-t-il avec gravité. Un endroit que nous n'avions jamais considéré jusqu'à présent. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Était-ce un appel à explorer cet endroit précis? Une invitation? Ou une menace déguisée? Plus tard, dans un café près de la place Gambetta, je retrouvai Élise, une journaliste spécialisée en sciences, dont la robe moulante couleur bordeaux mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses lèvres rouges esquissaient un sourire malicieux tandis qu'elle me disait, « Julien, on dirait que 3 Hylas nous lance un défi. Et tu sais quoi? Je parie qu'on ne va pas le relever sans casse. » Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je levai les yeux vers le ciel étoilé de la Gironde. 3 Hylas était toujours là, quelque part dans l'obscurité, silencieux, mais de plus en plus présent. Et alors que la terre semblait retenir son souffle, une pensée me traversa l'esprit, ce n'était pas juste un visiteur. C'était un messager. Un avertissement. Ou peut-être un jugement. Le mystère s'épaississait, et moi, je sentais que le prochain chapitre allait bouleverser à jamais notre destin. Dans la pénombre feutrée de l'Institut de physique du Globe de Paris, je retrouvai Marc Lemoine, un géophysicien renommé, dont la stature imposante contrastait avec la douceur de ses gestes. Vêtu d'un pull en laine gris foncé légèrement usé au coude, et d'un pantalon en velours côtelé, ses yeux noisettes brillaient d'une intensité rare. Marc était en train d'examiner des données recueillies par des satellites spécialisés dans la mesure du champ magnétique terrestre. « Julien, regarde ça », me dit-il en pointant un graphique où une série d'ondes oscillait de manière irrégulière. Ces perturbations, elles ne ressemblent à rien de naturel. On dirait que quelque chose interfère avec le champ magnétique, mais d'une façon qui défie toutes les lois que nous connaissons. Je plissai les yeux, scrutant les courbes sinueuses qui semblaient presque vivantes. Marc poursuivit, la voix basse, presque solennelle, et ce n'est pas tout. Les anomalies se concentrent de plus en plus vers l'anomalie de l'Atlantique Sud, cette zone où la Terre est la plus vulnérable. C'est comme si 3 Hylas avait trouvé notre point faible et s'acharnait dessus. Un frisson parcourut mon échine. L'idée que notre planète puisse être ciblée, vulnérable, alors que nous pensions être protégés par un bouclier invisible, était terrifiante. Le lendemain, à Lille, dans un laboratoire de cryptographie, je rencontrai Isabelle Martin, une experte en intelligence artificielle. Elle portait une robe noire sobre, rehaussée d'une fine écharpe en soie rouge qui mettait en valeur son cou délicat. Ses doigts agiles pianotaient sur un clavier, tandis que ses yeux gris scrutaient des lignes de code complexes. « Julien, dit-elle sans lever les yeux, le signal de 3 Hylas est plus qu'un simple message. C'est un programme. Un algorithme qui apprend, s'adapte, évolue.
nous avons détecté des modifications en temps réel, comme s'ils répondaient à nos tentatives de décodage. Je restais sans voix. Un message vivant, dynamique, presque conscient. Plus tard, dans une brasserie de Strasbourg, je discutais avec Olivier, un ingénieur en cybersécurité. Il portait une chemise à carreaux et un jean, l'air décontracté, mais son regard trahissait une inquiétude sourde. Si ce signal est un virus, dit-il en rigolant nerveusement, on est tous infectés. Et il n'y a pas d'antivirus. L'ironie de ces mots ne parvenait pas à dissiper le poids de la réalité. Partout, les réseaux montraient des signes de faiblesse, des dysfonctionnements inexpliqués. Était-ce une coïncidence, ou une conséquence directe de cette interaction cosmique? Alors que la nuit tombait sur la ville, je sentis une présence invisible, une attente lourde de menaces silencieuses. Trois-Ilas n'était plus un mystère lointain. Il était devenu une ombre, une force qui façonnait notre réalité, prête à révéler ses intentions. Et dans ce silence pesant, un nouveau signal se fit entendre, plus fort, plus clair, marquant le début d'un chapitre que personne n'aurait pu prévoir. C'était une nuit d'hiver à Rennes, lorsque les premières perturbations massives ont frappé les réseaux électriques et de communication. Je me trouvais dans un centre de contrôle discret, entouré de spécialistes au visage tendu, éclairé uniquement par la lueur vacillante des écrans. Parmi eux, Claire Fontaine, une ingénieure en système critique, portait un pull en cachemire bleu nuit et un jean slim, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée. Son regard, habituellement calme, trahissait une inquiétude profonde. Les alarmes retentissaient, signalant des pannes simultanées sur plusieurs continents. « C'est pas un hasard », murmura-t-elle, tandis que ses doigts tapaient frénétiquement sur son clavier. « Quelque chose interfère avec nos infrastructures, et ça commence à devenir incontrôlable. » Sur les écrans, des cartes montraient des zones entières plongées dans le noir, des satellites devenaient muets, des réseaux téléphoniques s'effondraient. La panique montait doucement, masquée par le professionnalisme apparent de l'équipe. À ce moment précis, un message crypté apparut sur une console isolée. Les symboles géométriques triangulaires, déjà vus sur Trois-Ilas, se manifestaient dans un flot binaire, accompagné d'une série de coordonnées pointant vers une région oubliée de l'Atlantique Sud, là où le champ magnétique terrestre s'amincit dangereusement. Je sentis un poids immense s'abattre sur mes épaules. Trois-Ilas n'était plus seulement un objet lointain, une curiosité scientifique. C'était une menace tangible, une présence capable de perturber notre monde jusque dans ses fondations mêmes. Dans les jours qui suivirent, les gouvernements du monde entier restèrent silencieux, préférant garder le secret pour éviter la panique. Mais dans l'ombre, une course contre la montre s'engagea. Des équipes multidisciplinaires, réunies à l'ESA à Darmstadt et au CNES à Toulouse, travaillaient sans relâche pour comprendre et contrer cette force invisible. Mais alors que les indices s'accumulaient, un dernier scoop éclata, Trois-Ilas avait disparu. Plus aucune trace dans le ciel, aucun signal détectable. Comme s'il s'était volatilisé, laissant derrière lui un univers chamboulé et une terre vulnérable. Ce vide soudain ne fit qu'amplifier la peur. Était-ce un départ? Un retrait stratégique? Ou le prélude à quelque chose de bien pire? Alors que je contemplais la nuit rennaise, parsemée d'étoiles froides, une pensée obsédante me traversa, et si Trois-Ilas n'avait jamais été seul? Et si sa disparition n'était que le silence avant la tempête? Quelques semaines après la disparition de Trois-Ilas, je me suis retrouvé à La Rochelle, sur le bord de l'Atlantique, face à l'immensité de l'océan qui semblait absorber le ciel étoilé. Là, dans un petit café sur le port, je partageais un moment rare avec Sophie, la brillante astrophysicienne que j'avais rencontrée à Nancy. Elle portait un manteau en laine crème, légèrement ouvert sur une robe noire élégante, ses bottines en cuir bruissaient doucement sur le pavé humide. Son regard, à la fois fatigué et déterminé, scrutait l'horizon comme si elle cherchait une réponse dans le mouvement des vagues. « Julien, me dit-elle en brisant le silence, ce que nous avons vécu dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Trois-Ilas n'était pas qu'un objet. C'était une clé, un déclencheur. Quelque chose d'ancien, caché dans les profondeurs de notre système solaire, qui vient d'être activé. » Je posai mon café, incapable de détourner les yeux de cette femme dont la présence dégageait une intensité troublante. « Tu crois qu'il y a d'autres comme lui ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête lentement. « Peut-être. Et ce n'est peut-être que le début. » Soudain, son téléphone vibra. Un message crypté, plein de symboles familiers. Elle le déchiffra rapidement, et son visage se figea. « Julien, on vient de détecter un nouvel objet. Même signature, même fréquence.
Mais cette fois, il est plus proche. Beaucoup plus proche. Le vent marin s'engouffra dans la rue, emportant avec lui un pressentiment glacé. Je compris alors que l'histoire de Trois Hylas n'était pas terminée. Qu'elle venait de basculer dans une dimension où le temps, l'espace et la réalité se mêlaient à un mystère encore plus profond, encore plus terrifiant. Alors que la nuit enveloppait La Rochelle, une pensée obsédante s'imposa, sommes-nous vraiment seuls? Ou bien, avons-nous réveillé quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous observe, patient, dans l'ombre des étoiles? Le ciel, silencieux, semblait murmurer une promesse inquiétante. Le voyage ne faisait que commencer.